Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Plus de 400 présumés Kuluna ont été interpellés par la police nationale congolaise dans la nuit de vendredi à samedi. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'un bouclage spécial organisé dans plusieurs districts de Kinshasa. Au sommaire également, les embouteillages monstres à Kinshasa. Le sujet préoccupe au plus haut point les autorités. Le gouvernement annonce une réunion d'évaluation des mesures de circulation alternées dès ce lundi. Bienvenue à tous. D'abord, une brève dans ce journal, séance de travail ce samedi entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou à Genval en Belgique. Objectif, renforcer l'unité et la cohésion de l'opposition face aux tentatives de changer la Constitution. En 2016, Genval avait déjà abrité une rencontre de chefs des différents partis RD congolais d'opposition, notamment Feu Etienne Tshisekedi, pour exiger le respect de la même Constitution. La réforme constitutionnelle, puisqu'on en parle, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a, oui ou non, anguille sous roche autour de l'article 217 de la Constitution qui prévoit la possibilité pour la RDC d'abandonner une partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine. Le professeur Camille Ngoma explique, il lève l'équivoque. C'est 10 conditions que moi j'ai consultées. 6 récentes, mais 5 récentes, la Fondation récente parce que de la RDC. Mais 4, du Tchad, bon, par la fille du Burundi, du Bénin, bon, disent la même chose en d'autres termes. Bon, est-ce que, parce qu'ils disent autre chose, ou bien ils disent la même chose en d'autres termes, peut-on considérer que pour couper court, pour mettre fin à la paix, et c'est l'article 217, pour faire échanger sa formulation, je l'avais bien dit, tout à fait d'accord. On trouvera la formule appropriée qui explique la même chose sans forcément donner raison au propre avis. L'abandon partiel des souverainetés ne veut pas dire abandon partiel des souverainetés du territoire. Non, c'est deux choses différentes. L'abandon partiel, bien échange ou bien la gestion du territoire, la question de l'échange ou de la gestion du territoire, est traité par l'article 214. Et là, pour le faire, l'article dit lui-même qu'il faut un référendum. Donc, les profs ont ça n'avait pas raison de dire que la RDC était piégée par ce qui est passé. Oui. Comment fluidifier la circulation à Kinshasa après les mesures de circulation alternées prises par le gouvernement? L'exécutif annonce une réunion dès ce lundi afin de trouver d'éventuels réajustements aux mesures mises en place dans le but de décongestionner davantage la circulation dans la capitale congolaise. Je vous propose de suivre à ce sujet Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, qui annonce par ailleurs la tenue dans la province de Chopo d'un forum de la paix. Sur les chapitres des embouteillages, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a indiqué qu'une réunion d'évaluation de la mesure des circulations alternées est convoquée ce lundi 9 décembre 2024 avec les ministres concernés, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les services de sécurité en vue de proposer éventuellement d'autres voies appropriées pour juguler cette problématique d'embouteillage. Par ailleurs, le vice-premier ministre de l'Intérieur a annoncé la tenue du 12 au 14 décembre 2024 du Forum de la paix dans la province de la Chopo pour contribuer à la résolution pacifique intercommunautaire pour l'instauration d'une paix durable, notamment à la suite du conflit entre Mbole et Lengola. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, plus de 400 présumés membres de groupes criminels urbains communément appelés Kuluna ont été interpellés par la police nationale congolaise dans la nuit du vendredi au samedi 7 décembre 2024. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'un bouclage spécial organisé dans plusieurs districts de Kinshasa à l'occasion d'un lancement officiel de l'opération Ndobo, une initiative visant à traquer, maîtriser et traduire en justice le criminel urbain. Suivez des détails avec Francine Moukeba. Ce samedi 7 décembre par les commissaires provinciaux de la justice en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko. Cette inspection s'est achevée au palais du peuple où les individus interpellés dans les districts de la Lukonga ont été regroupés.
Kuluna seront traduits en justice selon une procédure de flagrance et jugés conformément à la loi. Des audiences foraines seront désormais organisées à intervalles réguliers. Bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo oyo tobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka mpe message na bino bafamille bapapa bamama bobomba bango na bandako bokebisa bango. Sikoyo toleki na etape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison po cité baaveni na biso bakartier na biso ezala na kimia. Chabani Luko a souligné l'importance de la participation des communautés locales pour le succès de l'opération Ndobo. Cette initiative traduit la volonté des autorités de restaurer la paix et la sécurité dans la capitale congolaise, marquant ainsi une étape significative dans la lutte contre le banditisme urbain. Autre chose à présent, vendredi, un silence pesant a envahi les locaux de la division provinciale de la santé de Kinshasa, désertés par les agents qui ont décidé de manifester dans les rues. Médecins, infirmiers et relais communautaires ont protesté contre la spoliation de leur terrain, cédé en partie à des investisseurs indo-pakistanais. Un accord signé par l'ancien ministre de l'Urbanisme aurait permis de transférer 70% de ce terrain stratégique pour la santé de la République. Les protestataires qui considèrent cet acte comme une menace à leur travail et à la santé de Kinois ont entamé une marche de plus de 2 heures pour sauver ce qui reste de leur domaine. Don Mats et Giscard Tamba étaient là présents. Des cimetières, des bureaux presque vides. C'est vendredi matin, relais communautaires, infirmiers, médecins, bref, les dépendants de la division provinciale de la santé de Kinshasa ont préféré quitter leur lieu de travail pour investir les rues, protestant contre la spoliation de leur terrain, en réalité, un terrain appartenant à l'État sur lequel leur service est implanté. Nous sommes en train de protester contre la vente de cet immeuble, de ces bâtiments, de cette parcelle. Cette parcelle, nous avons trouvé. Ce sont nos parents qui ont travaillé ici. Aujourd'hui, nous aussi nous travaillons. Nous demandons au procureur qui a levé cette mesure lui-même de suspendre ces travaux ici. Selon eux, l'ancien ministre de l'Urbanisme, Pius Mabilou, aurait signé un accord public-privé cédant 70% de leur terrain situé entre les avenues Codeco et 3Z à des investisseurs indo-pakistanais, le tout en échange de la construction d'un bâtiment modeste dont les travaux sont presque à la fin. Après avoir fait un tour de leur domaine désormais rétréci, ils se sont dirigés vers le secrétariat du ministère de la Santé avant de faire un détour par le ministère des tutelles pour finir au ministère de la Justice. Un parcours digne d'un marathon dont l'objectif était de sauver ce qui restait de leur terrain plutôt que de décrocher une place sur un podium. Nous n'avons pas vu les personnes appropriées, c'est-à-dire les ministres, parce qu'il y a conseil des ministres. Mais quand même, nous avons été reçus par leurs services. En bref, ils nous ont promis de nous recevoir prochainement. Mais nous avons déposé les mémos et les mémos ont été repris par leurs services. Ça sera lu et ils vont nous rappeler. Mais nous vous annonçons que ce n'est que le début. Cette marche de protestation a duré plus de 2 heures, bien au-delà des 30 minutes de marche recommandées journalièrement pour se maintenir en forme. Une véritable séance de fitness, mais avec une pointe d'ironie, car ce n'était pas la santé physique qui était en jeu, mais bien la santé du terrain de la division provinciale de la santé de la ville-province de Kinshasa. En sport, clap de fin de la 26e édition de la Coupe d'Afrique de Nations de handball senior-dames en RDC 2024. Ce samedi 7 décembre à Kinshasa par une cérémonie de clôture. Si l'Angola joue pour l'instant face au Sénégal pour la finale, la Tunisie a fini 3e de la compétition. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail.
Une autre brève de sport, l'AS Maniema Union a été tenue en échec à domicile face à l'équipe de Raja Athletic Club de Casablanca par la marque d'un but partout ce samedi 7 décembre au stade des Martyrs. Un match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. L'autre représentant congolais, le TP Mazembe Sara, a reçu ce dimanche 8 décembre par Al Hilal du Soudan en Mauritanie. Place à présent à la page internationale. En Algérie, le maïs fait partie des principales céréales utilisées. Si dans le pays, la céréale n'intervient pas directement dans l'alimentation humaine, elle reste le principal moteur du secteur de l'alimentation animale. Suivez. En Algérie, les importations de maïs devraient atteindre 5 millions de tonnes en 2024-2025, d'après les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. Il s'agit d'un nouveau record pour les pays où les achats avaient tourné en moyenne depuis 2020 autour de 4 millions de tonnes par an. Avec ces volumes, l'Algérie sera le 9e importateur mondial de la céréale et se maintiendra comme les seconds acheteurs de la graminée sur les continents américains derrière l'Égypte. L'appétit grandissant pour les maïs s'explique principalement par les besoins en matière première de l'alimentation animale. Porté principalement par la demande de l'industrie avicole et dans une moindre mesure par les filières bovines et laitiers, la facture des achats atteint en moyenne le 900 millions de dollars dans un contexte où la production locale de maïs grand reste dérisoire. En outre, un plan prévoit la mise en valeur de 220 000 hectares de maïs dans les wilayas d'ici 2028. Plus récemment, en septembre dernier, le ministre de l'Agriculture a annoncé que le prix d'achat du quintal de maïs passera de 4 500 dinars, qui équivaut à 33,7 $, à 5 000 dinars, qui équivaut à 37,4 $. Si globalement, le volume sera plus important, il faut noter que la facture des achats devrait être plus allégée pour les caisses publiques. En effet, les fortes disponibilités attendues en Argentine et le Brésil pour 2024-2025 devraient conduire les deux pays à placer de volumes importants les marchés mondiaux. Selon les départements américains de l'agriculture, les prix à l'exportation pour la tonne de maïs argentin et brésilien ont atteint respectivement 208 $ et 219 $ le 4 novembre dernier contre environ 306 $ et 298 $ le 7 novembre 2022. Alors que la demande annuelle des véhicules est près de 720 000 unités, l'industrie locale du Nigeria représente moins d'un cinquième de ce marché. La situation a poussé le gouvernement à initier un fonds de crédit dédié à l'achat des voitures construites localement. Francine Moukeba. L'État central a lancé un fonds de crédit à la consommation de 20 milliards de naira, près de 12,5 millions de dollars pour permettre aux Nigériens d'acheter des véhicules assemblés locaux, voitures, tricycles et motos, rapporte la presse locale. Les projets proposés par les Nigeria Core Credit et les National Automotive désignent un Development Council en est à sa phase pilote et devrait s'intensifier avec plusieurs autres étapes prévues. L'initiative vise entre autres à promouvoir l'industrie automobile locale en stimulant les achats chez les assembleurs. Le Nigeria est le principal acteur de cette industrie en Afrique de l'Ouest, avec plusieurs entreprises dont les groupes Dangote et quelques multinationales comme Peugeot et Toyota. La chaîne de production offre une variété de produits comme des voitures particulières, des camions, de minibus, de tricycles et des motos. Le secteur est cependant confronté à plusieurs défis, comme les faibles taux de composants locaux dans les processus de production, les prix encore élevés des voitures assemblées localement, ce qui favorise l'importation de véhicules d'occasion. Le Nigeria est l'un des plus gros importateurs de véhicules d'occasion au monde, avec plus de 200 000 unités par an.
Selon l'International Trade Administration des États-Unis d'Amérique, le Nigeria a un marché de consommation de 720 000 véhicules par an, mais moins d'un cinquième sont fabriqués localement. Les derniers chiffres du National Bureau of Statistics indiquent que la valeur totale des importations des véhicules d'occasion du Nigeria a considérablement augmenté, passant de 325,5 milliards de naira en 2022 à un peu plus de 1000 milliards de naira en 2023, soit une hausse de 226 000,46% sur un an. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Plus de 400 Koulouna arrêtés par la police nationale congolaise dans la nuit du vendredi au samedi. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'un bouclage spécialisé organisé dans plusieurs districts de Kinshasa. Et puis, vous l'avez suivi, les embouteillages montrent à Kinshasa. Le sujet préoccupe au plus haut point les autorités. Le gouvernement annonce une réunion d'évaluation des mesures de circulation alternées dès ce lundi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.